Bienvenue sur ce plateau télé en direct du salon Millipol. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle après-midi de débat, d'échanges et de rencontres, les aléas du direct. Bienvenue à tous et bienvenue Guy Gourevitch. Vous êtes président de Defense Bonjour. Angels. On va parler ensemble du financement des PME, dont on sait que c'est une question ô combien essentielle pour structurer, consolider, développer et faire vivre l'écosystème de cette filière. Alors, on sait, Guy, que dans ce secteur en particulier, les startups et les PME sont très nombreuses, mais trop peu encore d'entre elles passent à l'échelle. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encourager ce tissu économique à poursuivre dans cette innovation qui est essentielle, mais aussi les aider à se structurer? Écoutez, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité sur la question du financement des entreprises et des petites entreprises. Alors effectivement, Defense Angels, c'est un réseau de business angels, c'est-à-dire d'investisseurs individuels. Et donc on s'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle les startups. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des sociétés en cours de démarrage. Et il y a en France beaucoup de dispositifs permettant de créer les entreprises, permettant de démarrer, permettant d'avoir des facilités fiscales pendant 2 ou 3 ans, permettant effectivement de mettre au point la technologie, de mettre au point, de la crédibiliser vis-à-vis du marché. Et nous sommes là pour les soutenir dès que la technologie a une certaine crédibilité et on commence à aborder les premiers clients, les premiers prototypes. Alors la question que vous posez est une question assez difficile, c'est et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des grosses difficultés à trouver des financements, que ce soit des financements en fonds propres, ou des financements bancaires en dette, parce que le risque par les banques et par les investisseurs est considéré comme trop important. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à des fonds thématiques d'amorçage qui permettraient de prendre la suite des business angels pour aider à la croissance, pour financer la croissance des entreprises et pour les faire devenir des ETI. Vous savez bien qu'en France, d'une façon générale, hors du secteur défense-sécurité, d'une façon générale, nous manquons d'ETI. Nous avons des très grands groupes internationaux reconnus au niveau mondial, et particulièrement dans la défense, évidemment. Nous avons énormément de start-up, vraiment beaucoup de start-up, et un tissu de technologie et de start-up absolument remarquable. Et entre les deux, il nous manque des PME, des PMI et des ETI. Et pour ce faire, nous sommes en train effectivement de discuter avec les banques et avec les fonds d'investissement pour avoir ce qu'on appelle des poches d'investissement d'amorçage, de manière à pouvoir suivre l'étape 2 ou l'étape 3 du développement des entreprises. Mais c'est encore un problème qui est loin d'être résolu. Alors, il y a un acteur clé de ce dispositif qui sont les VCs. On sait qu'ils sont donc une pièce maîtresse de ce dispositif et pourtant, on voit encore trop peu de séries A et B émerger avec des tickets satisfaisants. Aux États-Unis, en revanche, ils sont beaucoup plus enclins à cette approche. Pourquoi cette différence peut-être culturelle et comment faire pour, côté européen et français, faire changer cette approche, évoluer cette approche? Alors, c'est un peu la question corollaire de la précédente. Effectivement, nous sommes affiliés à France Angels, qui est membre de France Invest et qui regroupe les différents fonds d'investissement. Il y a donc des compartiments d'amorçage qu'on appelle aujourd'hui le capital innovation. Ensuite, il y a le capital développement, etc. Alors, dans le cadre du capital innovation, il y a beaucoup de fonds aujourd'hui sur la place de Paris et en France d'une façon générale. Peu de fonds, ce sont des fonds généralistes. Peu de fonds, je dirais, particuliers ou thématiques
il commence à y en avoir de plus en plus sur les technologies spatiales, sur le quantique, sur le calcul haute performance, sur l'intelligence artificielle bien entendu, sur la cybersécurité, etc. Donc ça commence à fleurir. Mais ce sont des fonds thématiques et ce sont des fonds qui ont quand même, vis-à-vis de leurs investisseurs, et c'est un peu normal, des contraintes, des critères, je dirais, qu'ils doivent absolument respecter, notamment sur la rentabilité. Or, le développement d'une entreprise, parfois nécessite, enfin toujours d'ailleurs, nécessite des investissements, donc nécessite de mettre en œuvre et de dépenser des fonds propres, ce qui n'est pas toujours compatible avec la rentabilité. Bon. Et donc, il y a un dilemme risque potentiel, potentiel de développement et risque à court terme qui est à étudier. Vous faites allusion aux Américains. Oui, alors les Américains, effectivement, vous avez prononcé le mot-clé qui est le mot culture. Sur le vieux continent, nous n'avons pas la même culture. Mais les choses sont en train quand même de changer. Notamment aujourd'hui, sur les technologies stratégiques que nous finançons à Défense Angels et à Défense Partners. Donc les choses sont en train de changer également sur les technologies de pointe et sur ce qu'on appelle les deep tech. C'est-à-dire que les fonds aujourd'hui et les investisseurs d'une façon générale sont prêts à prendre des risques sur ce qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire les technologies qui ont besoin de beaucoup de financement, mais qui vont commercialiser d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Et donc qui ne rentrent pas dans les échelles de financement de type amorçage, série A, série B, série C. Vous avez des boîtes qui demandent 2-3 millions et qui nous disent eh ben, on va commencer à commercialiser en 2030. Voilà. Donc, que fait-on? Et effectivement, les fonds d'amorçage se posent ce type de questions. Les Américains prennent plus de risques et nous devrions prendre plus de risques parce que les deep tech, c'est véritablement l'avenir. Vous parlez des deep tech, vous avez parlé de technologies stratégiques. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors nous, on est très orientés sur ce qu'on appelle les technologies stratégiques. Ça englobe un ensemble assez large qui va, je vais citer quelques exemples, les équipements de défense et de sécurité, sécurité au sens général, donc sécurité intérieure, sécurité civile, évidemment cybersécurité, spatiale, aéronautique, drone, IA et technologie cognitive, calcul haute performance, éventuellement quantique, qui est en train de fortement démarrer. Nous nous intéressons également beaucoup aux nouveaux matériaux. Les nouveaux matériaux, c'est un domaine extrêmement intéressant et d'avenir, qui nécessite pas mal d'investissements, mais sur lesquels nous avons un œil extrêmement attentif. De même que sur, par exemple, d'autres domaines à la limite donc les processeurs haute performance, l'optronique, donc qui sont un peu à la limite des nouveaux matériaux et des technologies d'intelligence artificielle et d'algorithmique évoluée. Plein de pistes et de choses intéressantes. Alors il y a une autre, les nouveaux matériaux, ça fait aussi référence à, enfin ça peut faire aussi référence à tous ces nouveaux matériaux peut-être plus durables, plus durable, oui. On parle de plus en plus en matière d'investissement de RNE, de RSE. Est-ce que cette approche est amenée à prendre une place plus importante dans les décisions et dans les critères d'investissement? Oui, tout à fait. Alors, les directives, effectivement, les directives à la fois françaises et européennes sont assez précises dans ce domaine. Il ne faut pas du tout opposer, je dirais, l'attitude, je dirais, ou les contraintes RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, avec les problèmes de défense et de sécurité. Je dirais qu'au contraire,
La défense et la sécurité sont des préalables au développement d'un monde que nous voulons durable, que nous voulons climatique, que nous voulons sain pour nos populations. Nous ne pouvons envisager et développer une politique durable, industrielle, énergétique, durable, que si nous avons effectivement, dans le monde qui nous entoure, je ne vous ferai pas un dessin, que si nous avons effectivement une défense et une sécurité à la hauteur des enjeux. Et ceci est valable à la fois pour notre pays, mais évidemment pour le continent européen. Il est aussi valable pour le continent américain, mais je crois que les Américains ont bien compris ça. Nous avons aussi à le comprendre. Nous pensons, et nous avons vraiment la conviction, que la défense et la sécurité sont des préalables absolument indispensables au développement durable, donc à la responsabilité sociale et environnementale. Et quelles pourraient être les prochaines étapes dans cette direction? Alors les prochaines étapes, c'est une question difficile. Effectivement, il faut s'y mettre à la fois. Alors il y a plusieurs directions. Je pense d'abord que les industriels de la défense et de la sécurité veulent aussi, au même titre que toute autre branche industrielle ou branche de service, être à la hauteur de ses responsabilités sociales et environnementales. C'est tout à fait clair et c'est une volonté qui est affirmée par les grands industriels et même évidemment par les ETI, enfin par l'ensemble de la filière. Il y a également d'autres pistes. On parle de financement et donc il conviendrait de développer les arguments et les faits permettant aux investisseurs de mettre des fonds dans les entreprises stratégiques, parce que c'est celles-là qui vont assurer effectivement le développement durable à terme. Quand on parle de nouveaux matériaux ou de systèmes de calcul très performants, eh bien, les applications sont toujours duales. Elles peuvent être effectivement militaires, mais elles peuvent être essentiellement civiles. Par exemple, vous avez des drones avec des caméras très haute définition et des traitements d'images ultra rapides qui peuvent servir à la fois à surveiller les champs de carottes ou de patates pour savoir comment il faut les arroser et optimiser l'utilisation de la ressource eau qui deviendra effectivement stratégique, mais la même technologie peut être utilisée pour surveiller des sites sensibles, des centrales nucléaires, voire des champs de bataille. Donc je dirais c'est ce qu'on appelle typiquement des technologies stratégiques, justement parce qu'elles sont duales. Avec un double rôle à la fois effectivement de sécurité ou de défense, mais aussi une responsabilité, un rôle environnemental, sociétal, effectivement. Ça fait plein de belles pistes de réflexion pour le financement des PME, de la sécurité et de la défense. Merci beaucoup Guy Gorevitch d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était un plaisir. Merci à vous.